Bonjour. Alors, Sous la lune brisée, c'est l'histoire de 3 destins, individuels qui vont se mêler à l'histoire, avec un grand H. L'histoire de ce continent qui a survécu à un cataclysme et 3 siècles après, se retrouve, dans un gouvernement, le gouvernement des 9 cités qui est, un peu à bout de souffle, qui a été une utopie politique qui tourne mal, on va dire. Et donc, dans cette république des 9 cités, trois personnages, donc Ulysse, un jeune ouvrier qui vit avec sa mère, Ariane, qui est une jeune noble qui va soigner les plus pauvres, et Adrian, donc un militaire, un tireur d'élite, vont voir leur destin à la fois parallèle et entrecroisé, donc avancer dans cette fin de gouvernement de la République des 9 cités. Alors, donc cette histoire, elle se situe après 3 siècles, donc après ce cataclysme, donc pas forcément précisé exactement, et qui a décimé la population des terres émergées de ce continent, qui a du coup essayé de se reconstruire à partir d'un certain nombre de principes politiques, de principes sociaux, et notamment cette idée que on va fonder la société sur le gouvernement des meilleurs, avec une sélection progressive des éléments qui sont aptes à gouverner, avec un système d'épreuves censé répartir les individus selon leur mérite, avec un premier cercle qui est le cercle des laborieux, que j'appelle les laborieux, donc ceux qui travaillent, qui sont ceux qui ont été jugés inaptes à avoir un travail, des responsabilités plus hautes dans la société. Ensuite, le deuxième cercle qui est celui des militaires, donc là qui ont passé une autre série d'épreuves. Et puis enfin le cercle des gardiens, qui sont en fait les politiques, tous ceux qui sont chargés à la fois de la politique et de l'administration, qui vont être en charge de la cité. Donc au départ, c'est un système politique qui se veut vertueux et qui a en plus des visées d'utilité sociale, c'est-à-dire que notamment dans l'idée du repeuplement, puisque c'est un continent qui a été décimé, il y a cette idée qu'on va mettre en commun les hommes et les femmes fertiles pour repeupler, et donc il n'y a pas de communauté familiale, il n'y a pas de famille, il y a simplement ces cérémonies qui se passent une fois par lune, une fois par mois à peu près, que j'appelle les Vespérides, et durant lesquelles, au fond, à l'intérieur de chaque cercle, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de corruption d'un cercle par un autre, donc tout ça se fait à l'intérieur d'un cercle, les noms des hommes et des femmes sont tirés au sort, et donc pendant 6 nuits, voilà, ils vont pouvoir procréer de nouveaux individus parfaits pour cette République des 9 cités. Mais donc ce gouvernement qui à la base est vertueux et a des principes sociaux qui avaient une justification, va être rattrapé par la corruption du pouvoir, par une certaine violence, par la tyrannie aussi. Après, avec cette réflexion, éventuellement se demander si c'est quelque chose qui est propre à la nature humaine et qui finit par corrompre n'importe quelle forme de gouvernement. Mais c'est aussi un questionnement sur l'élitisme, finalement, cette idée que seuls les meilleurs gouvernent, cet idéal de la méritocratie, comment il peut être détourné comme une reconduction des privilèges. Voilà, c'était un peu l'idée de cette mise en place, en tout cas, avec aussi toute une thématique qui est donc cette République des cités, elle occupe une partie d'un continent, et tout autour, il y a des terres qui sont affectées aussi par des changements climatiques assez brutaux, qui sont liés au cataclysme aussi, qui en sont des conséquences indirectes, ainsi que la lune brisée d'ailleurs, référence au titre et à la couverture. Donc ces terres qui sont autour de la République des 9 cités, puisque donc elles sont ravagées par des conséquences climatiques, il y a des réfugiés qui essayent
d'entrer, de gagner la République d'Infité. Alors ils sont accueillis à des prorata fixés de manière très stricte, et ils sont aussi en grande partie refoulés. Donc il y a il y a toute une thématique, une réflexion sur voilà, l'accueil des réfugiés, ou au contraire leur rejet, et plus largement le rejet de l'autre, hein, avec aussi cette idée que chacun reste dans son cercle, les préjugés de son cercle, et est-ce qu'il est capable d'en sortir et est-ce qu'il veut en sortir. Oui, alors voilà, justement, est-ce qu'on peut sortir de son cercle? Est-ce qu'on peut avoir été défini de telle ou telle façon à la naissance par son milieu de naissance, et en sortir radicalement, ou est-ce que c'est qu'une illusion finalement? C'est ce qui a guidé aussi mon histoire pour ces trois personnages. Donc Ulysse d'abord, puisque c'est sa trame qui débute le roman. Donc Ulysse, c'est un jeune ouvrier, un adolescent aussi, qui a intériorisé la violence de son milieu, hein, qui a une violence multiforme. D'abord la violence de ceux qui vivent hors les murs, dans les banlieues, donc c'est laborieux, qui sont rejetés de façon assez radicale, hors de la ville, hors des beaux quartiers, où on ne doit pas les voir, mais en même temps, ils sont quand même indispensables au fonctionnement de cette République. Et donc, Ulysse, il a intériorisé tout ça, et d'autant plus que Ulysse, il a une histoire un peu particulière, qui est que il vit avec sa mère, alors qu'il a eu très jeune, hein, elle l'a eu à 15 ans, et qui est une bâtarde. Alors même si en fait ça c'est pas censé avoir de sens dans cette répartition des hommes et des femmes hors du cercle familial, mais bon, comme tout ça a été corrompu, on reconduit en fait des castes familiales, et du coup sa mère Clélia est une bâtarde d'un des grands dirigeants de la République, cette République de cité, en particulier de la cité de Taroy, qui est la capitale, où se passe une partie de l'intrigue. Et donc, elle a eu, elle est elle-même donc fille de patricien, bâtarde, et elle a eu un fils avec un marin de passage, un marin nordique de passage qu'elle n'a connu qu'une nuit. Et donc Ulysse est le fils de cette femme qui est bâtarde, et qui donc pour gagner sa vie se prostitue, donc quand le récit débute depuis une quinzaine d'années, mais voilà, dans une villa un peu particulière, qui est héritée des temps d'avant le cataclysme, et où, parce c'est une femme à la fois intelligente, très belle, eh bien elle vend son corps, mais en essayant de garder une maîtrise là-dessus, et ça lui donne un certain pouvoir aussi, une position particulière. Et donc Ulysse vit avec elle, et malgré tout dans cette violence aussi, qui est donc une violence dans le rapport au sexe aussi, c'est quelque chose que je réfléchis, hein, comment l'emprise du corps par ce biais-là est aussi une violence. Et donc Ulysse vit dans ce contexte-là, et travaille à l'usine 12 heures par jour. Et donc un jour, une visite va tout changer. Une visite où, comme souvent, hein, les officiers du faisceau, donc du second cercle, les militaires, vont exercer leur violence, et Ulysse va mal le supporter. Il le supporte mal aussi à la conscience de cette différence qu'a imprimé en lui ce père qu'il n'a pas connu, qui lui donne un physique un peu particulier, dans une société où l'eugénisme, c'est aussi que tout le monde doit se ressembler, y compris physiquement. Et donc Ulysse revendique un peu cette différence, et elle l'amène à se rebeller régulièrement, alors qu'il sait qu'il ne devrait pas, parce qu'il risque pour sa vie, il risque pour la vie de sa mère. Et donc ça va l'amener à être convoqué dans la cité de Taroy, et à faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Voilà. Donc ça, c'est Ulysse. Le deuxième personnage, alors qui va très rapidement entrer en rapport avec l'histoire d'Ulysse, c'est Ariane. Donc, alors Ariane, en fait, par le biais des rapports familiaux, c'est en quelque sorte la tante d'Ulysse, puisque c'est la demi-sœur de sa mère, c'est la fille légitime, elle, du dirigeant de Taroy, cette grande famille des Ternes qui dirige Taroy. Et donc, elle, alors c'est l'opposé, on va dire, c'est le cercle complètement opposé d'Ulysse. C'est une héritière, mais c'est une héritière tourmentée, qui ne se satisfait pas de cette situation privilégiée, qui refuse d'exercer la médecine comme elle pourrait dans les beaux quartiers, et qui va
4 heures par jour dans un cabinet qui est situé au pied des remparts de la ville, voilà, parmi les pauvres, qu'ils soient de la cité ou des réfugiés récemment arrivés. Et donc, elle refuse, elle, de se rendre au Vespérit dont je parlais tout à l'heure. Elle refuse de participer à cette cérémonie et au fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas forcément. Et puis, elle a un rapport très compliqué avec sa mère, donc sa mère qui est enfermée, attachée, folle, hein, elle le dit elle-même, et qu'elle soigne elle-même. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez dur, hein, puisque la façon dont on traite ceux qui ne sont pas normaux, d'une façon générale, dans cette société est assez dure, et donc sa mère ne fait pas exception. Et donc elle va essayer de surmonter ça aussi, et c'est pour ça qu'elle veut rendre visite à sa demi-sœur, hein, donc la mère d'Olys. Et c'est lors de cette soirée que, là aussi, pour elle, un certain nombre de choses vont se jouer, puisqu'elle va se mettre sous l'emprise d'un militaire qui est en fait un ami d'enfance de son frère, hein, qui s'appelle Alexandre, qui au départ apparaît comme un jeune homme assez séduisant, voilà, et qui paraît avoir des sentiments pour elle, et qui en fait va la prendre dans un chantage dont elle va essayer de se sortir, et elle aussi grâce à une rencontre qui va changer son destin. Une rencontre qui la sort complètement de son cercle, elle aussi. Et cette idée voilà, d'essayer de sortir de son cercle, de voir ailleurs, de regarder autrement, de dépasser ce qui nous aveugle à l'intérieur de notre cercle, c'est aussi l'histoire d'Adrienne. Alors Adrienne, donc son histoire se passe dans une autre des cités, au pied des montagnes, hein, les Celtiques. Donc c'est un militaire, un tireur d'élite, donc un militaire, un officier, lieutenant, brillant, hein, à 25 ans, il a déjà monté les échelons. C'est quelqu'un qui a à cœur de paraître toujours dans la norme, dans la moyenne, de ne pas sortir du rang, tout en brillant par ses qualités, mais sans se mettre en avant forcément. Et ça peut-être parce que justement, il est différent en réalité. Alors d'abord lui aussi par son physique, et puis qui est un physique, donc dans cette République des 9 cités, c'est plutôt des gens qui sont bruns, avec les yeux noirs, etc. Et lui, il est roux. Et c'est un physique assez atypique, avec des yeux assez atypiques aussi. Et c'est aussi quelqu'un qui doit cacher son homosexualité, puisque l'homosexualité est condamnée par la République des 9 cités, alors non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons d'utilitarisme social, hein, puisque ce sont des unions qui sont stériles, donc qui ne servent pas à la cause du repeuplement, et donc elles sont condamnées en tant que telles. Alors évidemment, il y a aussi cette idée qu'il doit la cacher parce qu'il est dans l'armée, et que dans l'armée c'est particulièrement mal vu. Et donc Adrienne, il est chargé de refouler les réfugiés dans les montagnes, ces Celtiques, avec donc des colonnes de réfugiés qui essayent de passer, et auxquels se mêlent parfois des terroristes qui essayent de déstabiliser la République des 9 cités. Au fond, il a été élevé pour tuer, hein, très jeune, puisqu'ils sont sélectionnés très jeunes, à 9 ans, 10 ans, ils sont déjà jugés inaptes à aller plus loin que les épreuves des gardiens. Et donc, ils restent dans ce cercle militaire où on leur apprend à tuer sans remords. Et donc, il le fait, mais il le fait tout en le vivant assez mal, de manière plus ou moins consciente au départ. Et en particulier, cet indice de ce caractère insupportable pour lui de donner la mort comme ça sans remords, c'est cet attachement qu'il a au destin des enfants. Il y a pas mal d'enfants parmi les réfugiés, et il ne supporte pas de voir leur souffrance. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui va l'amener à se poser les bonnes questions, sans doute. Et aussi, lui aussi, hein, une rencontre un jour, donc assez tôt, hein, dans l'histoire d'Adrienne, où il redescend d'une de ses patrouilles dans les montagnes, où il va faire la rencontre d'un métayer qui s'appelle Côme, qui est un dissident politique, fils de dirigeants lui aussi politiques, dissidents, et qui aide les réfugiés à passer, qui les accueille aussi. Et donc cette rencontre-là va changer sa vie, va changer son destin de trajectoire. Oui, absolument. Alors, à l'origine de ce projet, sous la Lune brisée, il y a pas mal de choses qui sont à l'origine de ce projet, mais une de celles qui m'a permis de structurer tout ce que je voulais dire, c'est une transposition de certains aspects de la République de Platon. Donc, cette structure ternaire, on la retrouve dans la République de Platon. C'est cette idée que l'âme humaine, hein, ce qu'il appelle la tripartition de l'âme, l'âme humaine est faite de 3 parties. La raison, hein, l'intelligence, qui s'appelle logos en grec, le cœur,
qui est en fait le courage, hein, on va dire, voilà, la juste colère aussi. Et les appétits, donc ça c'est le désir, mais le désir tourné vers des objets triviaux, on va dire. Et cette tripartition-là, ces trois aspects-là, mais alors on les a tous, mais certains d'entre nous vont être plus tournés vers l'intellect, d'autres vont plus développer le courage, et d'autres au contraire vont être sans cesse rabattus vers ce qu'il y a de plus vil en eux ou de plus bas. Et cette répartition-là, elle sert d'analogue pour penser la structure de la société, d'une société idéale, puisque Platon l'a pensée comme telle, une utopie en ce sens, qui va répartir 3 classes sociales. Donc les gardiens qui incarnent, alors on les appelle aussi les philosophes rois, alors philosophes dans la mesure où ils sont les seuls à avoir vu la vérité en face, ces essences, cette forme des choses qui sert de modèle à tout le reste. Donc les gardiens, eux, incarnent la pensée rationnelle, hein, la capacité d'abstraction, la capacité à voir plus loin que les apparences, plus loin que simplement ce qu'il y a sous nos yeux. Les militaires, eux, ils incarnent ce courage, ce cœur au sens, cette capacité à aller dans l'action de façon droite. Et puis, les laborieux, les ouvriers, c'est tout le reste, c'est ceux qui dépassent pas ce stade des appétits. Alors, Platon n'était pas démocrate du tout. Pour lui, la démocratie, c'est l'anarchie, et donner le pouvoir au peuple, c'est insensé, et il faut le donner à ceux qui savent. Et donc, si cette répartition est faite justement, la justice règne dans la société. Et si un des 3 aspects l'emporte sur les autres, alors cette société va se corrompre. Et au fond, sous la lune brisée, c'est un peu l'histoire de comment le cercle des militaires l'emporte sur les 2 autres et corrompt le pouvoir politique. Et donc, cette tripartition. Alors il y a aussi dans la République l'idée de la communauté des femmes, que j'ai élargie moi à la communauté des hommes et des femmes, pour penser cette introduction, à la fois du hasard dans la reproduction entre guillemets, cette visée d'utilitarisme dans la sexualité. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, pourquoi, et pourquoi ça vide de sens aussi la sexualité, cette idée que c'est purement utilitaire. Et puis, du coup, aussi faire une société qui n'est pas fondée sur la cellule familiale, que je trouvais intéressante. Mais finalement, cette transposition des aspects de la République de Platon, et ça c'était imprévu, je dois dire, dans l'écriture, cette idée de méritocratie républicaine, elle a résonné très vite par le simple usage des mots, dans un questionnement contemporain. Que vaut une république des meilleurs, que vaut une république où les meilleurs gouvernent, suite à des concours qui les sélectionnent, et est-ce qu'on peut vraiment rejeter hors de ces systèmes si jeunes? À quel âge ça se joue? À 10 ans, à 15 ans, à 18 ans? Après, est-ce que tout est déjà décidé si tôt? Et est-ce que c'est vraiment ça le mérite, et comment est-ce qu'on le mesure? Et voilà, donc tout ça, ça m'a... En fait, en écrivant, c'est venu assez naturellement. Et puis cette idée de la corruption presque fatale, des systèmes même les mieux intentionnés, ce glissement vers la violence, qui est aussi quelque chose qui me semble important, qui m'avait marqué, même si ça, c'est pas l'aspect le plus présent dans le texte de Platon, mais voilà. Alors, indéniablement, beaucoup d'effets. Un premier roman publié chez Mu. Ouais, beaucoup d'effets. Alors, je dois dire que c'est pas le premier que j'ai écrit, c'est le 8e en vérité, mais c'est le premier qui a trouvé son chemin éditorial, on va dire, et qui était que j'ai écrit donc il y a 4 ans bientôt déjà, et je dois dire dans une sorte de transe d'écriture assez joyeuse et assez libératrice. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce texte. C'est un texte que j'ai écrit assez vite, le premier jet en tout cas, en quelques mois, 3-4 mois. Après, il y a eu beaucoup de retouches. Mais voilà, c'est un roman qui est un peu sorti tout seul, je dois dire. C'est pas toujours le cas, mais là c'était le cas. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est celui-là qui est publié aussi. Voilà, l'idée que ce texte-là va devenir quelque chose d'autre, sans doute, dans le regard, l'esprit des lecteurs. C'est quelque chose
voilà, qui me fait beaucoup d'effet, ouais, qui me bouleverse assez d'imaginer ça et comment ça va se passer. Je crois que dans l'écriture, alors même si moi j'ai commencé à écrire de façon un peu sérieuse, on va dire, il y a 7-8 ans. Pas du tout avec l'idée d'être publiée, d'ailleurs, c'est venu assez tardivement, grâce au regard d'un bêta-lecteur qui m'a convaincu qu'arrêter ma thèse sur Heidegger était en effet une bonne idée et qui m'a dit de continuer, donc voilà. Donc c'est vrai que dans le travail d'écriture, il y a cette dialectique, cette tension permanente entre l'intensité intérieure de ce qui se joue quand on est seul face à l'écran, où on tape, et puis cette expressivité, cette nécessité de faire sortir quelque chose et de le faire sortir aussi en fait assez naturellement pour qu'il arrive à quelqu'un d'autre, pour entrer dans ce grand partage des paroles et des voix qu'on peut appeler la culture, hein, sans aucune prétention, mais c'est, voilà, pour moi la culture, c'est cette idée de voilà, quelque chose de très vivant qui est partagé, et voilà, j'espère que modestement, encore une fois, hein, ce roman va être une voix parmi plein d'autres sur des sujets qui m'ont habité assez longtemps, et qui ont trouvé cette forme-là, cette incarnation-là, avec ces trois personnages, leur destin, leurs amours, leurs colères, leurs regrets, leurs espoirs. Et voilà, c'est ce qui m'a guidée. Je suis extrêmement heureuse qu'ils sortent, et chez Mu, où le travail a été voilà, un vrai bonheur de travailler, de la découverte aussi de ce travail collaboratif de l'édition, hein, qui est assez génial, enfin, que j'ai beaucoup apprécié, et tout ce que ça m'a apporté, moi-même, dans mon travail, voilà, de publier un texte, c'est une étape, oui, c'est sûr. Oui, alors, voilà, comme j'ai dit, c'est un roman que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, et j'espère avant tout que ça va être une de ces histoires qui vous tient éveillé tard dans la nuit. J'espère, parce que voilà, j'aime ce genre d'histoire, cette histoire avec voilà, une histoire d'amour, de jalousie, de haine, d'ambition, ces intrigues qui s'entremêlent, l'histoire individuelle, l'histoire avec un grand H, l'histoire politique, le destin politique. Voilà, c'est ces histoires que j'aime, c'est ce que j'ai essayé d'écrire. Et puis peut-être aussi, parce qu'il me semble que c'est un des rôles de la littérature aussi, de rendre supportable ce qui ne l'est pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont, quand elles arrivent ces derniers temps, on a l'impression qu'elles sont au-delà du supportable. Et enfin, moi personnellement, la littérature et l'art en général, c'est ce filtre, cette prise de distance qui permet non pas seulement de fuir, mais voilà, de revenir à la réalité, d'essayer de comprendre quelque chose, ou en tout cas de croire qu'on peut encore comprendre quelque chose, et en particulier sur ce sujet de la violence, qu'on intériorise, je pense, tous depuis un certain temps. Est-ce que cette violence-là, on peut en faire quelque chose de positif? Est-ce qu'on peut la comprendre? Et puis voilà, cette idée parfois qui nous frappe aussi de la justice sociale en général, ou de l'injustice sociale. Est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose? Alors moi, j'ai la conviction que oui, et que justement, une rencontre peut changer aussi complètement notre regard, et bouleverser un trajet qui semblait écrit d'avance. Donc même si c'est un roman qui commence assez durement et qui est dur par certains aspects, j'ai cette conviction qu'il y a l'espoir, il y a toujours moyen d'éveiller ce qui va nous sortir de l'ornière, éveiller l'humanité, voilà, et faire quelque chose.